cigarette et livre de prière en main, avec ce message en arabe « Mon corps m'appartient ». Elle n'a que 18 ans, mais elle sait parfaitement ce qu'elle fait. Amina reçoit des menaces de mort, on l'accuse d'être folle, et puis elle disparaît. Maquillée, tatouée et le crâne rasé, c'est le nouveau look d'Amina aujourd'hui. Nous l'avons rencontrée en Tunisie juste avant qu'elle ne quitte le pays. La féministe s'en va, car sa vie ici n'est plus possible. Elle y est trop connue, trop détestée. On a essayé déjà de s'inscrire dans des autres lycées, des lycées libres et tout. Mais tout le monde dit non, on ne peut pas t'accepter, on ne peut pas t'accepter. J'essaie de prendre un peu de temps, profiter les jours qui me restent dans la Tunisie parce que il y a presque un mois que j'ai sorti, même pas, et maintenant je vais aller à la France. Le 20 août dernier, Amina a encore fait parler d'elle. Elle quitte les Femmes violemment. Dans le Huffington Post, elle lance des attaques graves. « Je ne veux pas que mon nom soit associé à une organisation islamophobe », explique celle qui a été la première Femen de Tunisie, avant de lancer des accusations bien étranges sur le financement de l'organisation. « Je ne veux pas être dans un mouvement où il y a de l'argent douteux. Et si c'était Israël qui finançait ?» Qu'est-ce qui lui prend? D'où viennent de telles accusations? Certains de ses soutiens affirment qu'elle ne peut être que manipulée. Tout a commencé en mars. Amina poste sur Facebook cette fameuse photo qui va faire le tour du monde. Cigarette et livre de prière en main, avec ce message en arabe « Mon corps m'appartient ». Elle n'a que 18 ans, mais elle sait parfaitement ce qu'elle fait. Amina reçoit des menaces de mort, on l'accuse d'être folle, et puis elle disparaît. Où est Amina? L'inquiétude grandit. Les Femmes du monde entier multiplient les opérations coup de sein pour savoir ce qui lui est arrivé. Amina a en fait été séquestrée par sa famille, qui officiellement craint pour sa sécurité. Nous avions réussi à la retrouver à l'époque, à 3 heures de route de Tunis. Et vous êtes bien, Amina, avec la famille? Oui, ça va. Donc vous allez rester là? Oui. Sa famille relâche la pression et Amina reprend la lutte, plus Femen que jamais. En mai dernier, elle se fait arrêter, par la police cette fois. Elle a maintenant les cheveux teints en blond et vient de taguer le mur d'un cimetière. Elle y a écrit « Femen ». Amina est jetée en prison. Elle y restera 2 mois et demi. Encore une fois, les Femen volent à son secours, toujours à leur façon. 3 féministes venues de France et d'Allemagne manifestent à Tunis, devant la cour de justice. Elles feront 1 mois de prison avant d'être expulsées du pays. Et pendant ce temps-là, la justice s'acharne contre Amina. Elle est jugée et condamnée pour possession illégale d'une bombe lacrymogène, poursuivie et relaxée pour outrage envers les policiers, et elle attend maintenant son procès pour profanation de sépulture. Mais 2 actions des Femen vont provoquer la rupture d'Amina avec l'organisation. Un drapeau salafiste qui comporte un extrait du Coran brûlé devant la Grande Mosquée de Paris, et surtout une fausse prière organisée devant l'ambassade de Tunisie, toujours à Paris. C'était en juin dernier, une nouvelle action pour réclamer la libération d'Amina et des 3 autres féministes. C'en est trop pour Amina, qui décide de quitter le mouvement. Leur action devant les ambassades, devant les mosquées, c'est vraiment très débile. Notre problème était toujours avec les religieux, pas les religions. Il y a des milliers de façons de s'exprimer, pas brûler un drapeau ou faire la prière nue. Amina interpelle directement Ina Shevchenko, la jeune Ukrainienne cofondatrice des Femen, qui l'accuse de trahison. Ina pense que la Tunisie c'est Paris, c'est Kiev. Elle ne connaît pas la Tunisie, elle doit venir vivre dans la Tunisie ou n'importe quel pays arabe pour 2 mois, 3 mois pour comprendre qu'est-ce qu'il y a là, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'être rebelle là. Une vraie rebelle, d'être une vraie féministe.
Paris 18e, c'est là que les Femen ont installé leur siège. Nous y retrouvons Ina Shevchenko. Sur les murs, le rappel des actions des féministes. Amina y est toujours. Amina va rester sur votre mur? Bien sûr, bien sûr. C'est un symbole. Voici Ina Shevchenko, l'âme des Femen. Amina est arrivée la semaine dernière à Paris et dès le lendemain, elle est venue voir Ina pour s'expliquer. C'est un de ces rares moments où vous devez séparer vos sentiments humains de vos sentiments d'activiste. Bien sûr, on lui souhaite bonne chance et on a accepté ses excuses. Elle s'est excusée? Non, mais elle nous a dit qu'elle n'avait jamais utilisé le mot islamophobe contre les Femen. Ce n'est pas comme si elle m'avait trahi moi personnellement ou d'autres activistes. Elle a trahi sa propre idée, elle a trahi la campagne qu'elle avait elle-même lancée. Les deux activistes sont restés sur leur position. Sur le financement des Femen, Amina déclare qu'elle continue de se poser des questions, mais elle nie tout antisémitisme. La Tunisienne n'est plus une Femen, mais elle reste féministe, tendance anarchiste. Avant son départ de Tunisie, elle a posté une dernière photo, une dernière provocation, toujours seins nus, mais avec un cocktail Molotov dans la main et le symbole des anarchistes peint sur l'épaule. Morad, 21 ans, a bien écouté le message des prêcheurs radicaux. Il a décidé de partir au djihad sans prévenir ses parents. Ici, vous savez, notre vie est sans espoir. Je suis assis là devant vous et je peux mourir à n'importe quel moment. Mon départ va dépendre de la volonté divine. Voici les dernières vidéos de propagande de groupes djihadistes en Syrie. Des hommes surarmés qui luttent contre les troupes de Bachar al-Assad. Mais ici, il ne s'agit que de combattants étrangers. Il serait au moins 10 000 dans le pays, venus mener la guerre sainte. Ils sont issus du monde arabe, mais aussi d'Europe, d'Asie, d'Afrique. Plus de 80 pays seraient représentés. Le plus gros contingent vient de Tunisie, 30% des hommes, d'après les combattants syriens. Nous allons tenter de comprendre pourquoi ce petit pays du Maghreb est devenu le réservoir du djihad. Tunis. Ici, de plus en plus de jeunes partent combattre en Syrie, souvent sans même prévenir leurs proches. Un drame familial qui vient de frapper les Ajabis. Il y a 5 jours à peine, le fils de la maison, Rached, a disparu. Il a pris quelques affaires quand il est parti? Il a pris Peut-être un petit sac et peut-être ouais. un petit sac, mais je pense pas des affaires parce que j'ai pas vu des affaires qui manquaient. Hein. Ils l'ont laissé comme ça, sans aucune nouvelle. Là, le problème, on n'a pas vu quelque chose d'anormal. Si on avait quelque chose d'anormal, on serait inquiété de la façon de faire. Rached a 21 ans. Jusqu'à la semaine dernière, il travaillait chez Peugeot, avec une petite amie et un passeport français. Aucune raison évidente de vouloir mourir en martyr. Sur sa dernière photo en date, il s'est rasé les cheveux et laissé pousser une courte barbe. Après son départ, il a appelé sa famille pour lui révéler sa destination. Ça m'a trop choquée. Et du coup... Il a paniqué. Voilà, j'ai paniqué, je trouvais rien faire. Quoi. Alors, en fait, il m'a appelé aujourd'hui, le matin. Il a dit qu'il va bien et qu'on ne doit pas s'inquiéter pour lui, que tout est bien avec lui et tout. Mais... Et puis il décroche parce qu'il n'y avait pas de réseau. Quand on lui demande où es-tu, t'es avec qui, il dit « Ah, ne vous inquiétez pas, bah, je vais bien ». Il change de sujet, quoi. Sur sa page Facebook, tout a changé il y a quelques jours. Rached s'est trouvé un nouveau nom de combattant, Abou Sayyaf le Tunisien. Sa photo de profil, des guerriers syriens que la famille ne connaît pas. Et il poste des messages comme celui-ci « Exécutez-nous quand vous voulez, demain nous vous exécuterons ». Je n'ai aucune idée de ses fréquentations, mais c'est sûr qu'il était mal fréquenté, qu'il était... En fait, il était influencé
par les idées de ses amis, ou je sais pas. La famille de Rached n'est pas seule. Ferida nous emmène dans une association qui s'occupe des proches des disparus. D'autres mères sont là, désemparées. Leurs enfants sont tous partis en Syrie. Parmi vous, mesdames, lesquels ont des enfants partis au djihad en Syrie? Et est-ce qu'ils vous ont contacté par téléphone? Ferida garde précieusement les rares messages de son fils, des SMS succincts envoyés depuis un téléphone syrien. Salut maman, c'est Rached, je vais bien, t'inquiète pas pour moi, je t'appelle le plus tôt possible. Y a pas de réseau, bise, je t'aime. Ferida a mené une petite enquête. Son fils est parti avec 7 autres jeunes du quartier. Tous ont gardé le secret. Apparemment, leur départ avait été bien organisé. La tranche d'âge des jeunes d'un certain niveau intellectuel, c'est pas des jeunes abrutis ou au son niveau, mais un certain niveau. Même le groupe qui sont partis sont 8. Parmi eux, des ingénieurs, des intellectuels. Mais c'est là que mon problème, parce qu'il y a des personnes là qui organisent ce déménagement-là, l'expédition de ces jeunes. Donc il y a quelqu'un, parce que c'est au niveau des mosquées que ça... il y a la concentration, il y a le contact. Donc là, on essaie de voir le point de départ, c'est peut-être à ce niveau-là. Nous partons à la recherche de ces mosquées qui poussent les jeunes vers le djihad. Direction Kasserine, proche de la frontière algérienne. Une ville poussiéreuse de 75 000 habitants, très pauvre, et connue pour s'être radicalisée ces dernières années. En banlieue, une mosquée est réputée proche d'Al-Qaïda. D'après nos informations, plusieurs djihadistes seraient passés par là. Nous tentons d'interroger les fidèles, puis l'imam. Juste une question? Non, même pas une question. Ok. On finit la prière et après on revient. Évidemment, l'imam ne reviendra jamais. Tard dans la nuit, Salah, un ancien militaire qui connaît bien les mouvements extrémistes, accepte de nous parler. L'homme craint pour sa sécurité et veut rester discret. Selon lui, ces mosquées radicales bénéficient de soutiens riches et puissants. Ces associations religieuses se comptent par milliers. Elles sont financées par les Turcs, les Qataris ou alors par des Saoudiens. Et ces associations donnent de l'argent aux jeunes pour qu'ils puissent partir. Et bien évidemment, s'il n'y avait pas de soutien matériel, eh bien les djihadistes ne pourraient pas partir. Les mosquées seraient financées depuis l'étranger. Grâce à cet argent, les islamistes tenteraient de recruter. Leur message est appuyé par les cheikhs radicaux qui multiplient les appels à la guerre sainte sur les chaînes arabes et sur Internet. Les prêches sont même parfois sous-titrés en français. Le djihad est une obligation. Le fils n'a pas besoin de l'autorisation de ses parents. Il est certes meilleur de les en informer, mais ce n'est pas nécessaire. Le djihad est une obligation pour tout le monde. Morad, 21 ans, a bien écouté le message des prêcheurs radicaux. Il a décidé de partir au djihad sans prévenir ses parents. Après plusieurs heures de négociations, il accepte de nous répondre dans un théâtre romain fermé au public, à l'extérieur de la ville. Ici, vous savez, notre vie est sans espoir. Je suis assis là devant vous et je peux mourir à n'importe quel moment. Mon départ va dépendre de la volonté divine. Si c'est une bonne chose, Dieu peut nous faciliter les démarches. Mais pour partir au djihad, il y a des étapes. Des savants décident pour nous. Et ça dépend de beaucoup de choses. Il ne suffit pas de se lever un jour et de partir en Syrie. D'après les estimations, des milliers de jeunes Tunisiens comme Morad sont déjà partis en Syrie depuis 2 ans. Et certains dénoncent une complicité passive des autorités. Officiellement, le parti Ennahda au pouvoir, qui se définit comme islamiste modéré, condamne le djihad. Mais il ne faut pas insister longtemps pour que le message soit plus ambigu. Je suis sensible à l'appel des parents.
J'aimerais les encourager en leur disant « Qu'est-ce que je peux leur dire si ce n'est que vos enfants sont partis avec une bonne intention et pour une cause noble ?» Et j'espère, je prie Dieu qu'ils ne soient pas mal orientés. Une cause noble et de bonnes intentions. Pas de quoi retenir les djihadistes tunisiens. Quand vient l'heure de partir, ils prennent l'avion pour la Turquie. Les billets sont payés par les mosquées qui les soutiennent. Direction Istanbul, puis Antakya, dans le sud du pays. À peine arrivés, ils prennent des bus vers la ville de Reyhanli, ultime étape vers la Syrie. Nous abordons en caméra discrète un jeune Tunisien qui est arrivé il y a 3 jours. On veut juste parler de la Syrie, de ce qui se passe là-bas. Il y a d'autres gens ici. Moi, je n'ai rien à dire sur ce sujet. Ça ne me concerne pas du tout. L'homme craint la caméra, mais plusieurs sources nous affirment qu'il est venu mener le djihad de l'autre côté de la frontière. Ce serait même un futur kamikaze chargé de se faire exploser près d'une position stratégique du régime syrien. Dernière rencontre avec un membre de l'armée syrienne libre. Il est masqué car il ne veut pas avoir d'ennui avec les extrémistes lorsqu'il repartira au combat. Selon lui, beaucoup de jeunes Tunisiens connaissent le même sort. Les opérations suicides sont faites par des jeunes qui ont entre 16 et 20 ans. Évidemment, en amont, on leur a bourré le crâne jusqu'à ce qu'ils acceptent de devenir kamikazes. Avant l'opération suicide, personne ne doit leur parler, ni même les approcher. Puis, ils passent à l'action. Il y aurait aujourd'hui environ 3000 combattants tunisiens en Syrie. Beaucoup ne reviendront pas. Mais pour les autres, leur pays d'origine s'inquiète. La Tunisie craint, quand la guerre sera finie, le retour de ces anciens combattants radicalisés et entraînés au djihad. Je me suis fait un devoir de parler. Rien ne pourra m'empêcher de parler. Le sang des Tunisiens se répand dans les rues tous les jours. Et moi, je fais partie de ceux qui ont été touchés par le terrorisme. Alors si je ne parle pas, qui va le faire ? Jeudi matin, dans la banlieue de Tunis, au lendemain de l'attentat. Mbarka Brahmi, 47 ans, prend le petit déjeuner avec ses enfants qui vivent encore chez elle. Il y a 2 ans, elle était encore mère au foyer. Et puis, un événement a fait basculer sa vie. Il y avait une voiture ici, précisément. Les terroristes se trouvaient sous l'arbre, là-bas. Mon mari est sorti de la maison. Et là, les tirs ont commencé. Par à-coups au début, et ensuite, des rafales. Là, c'est les impacts de balles. Le mari de Mbarka, Mohamed Brahmi, est assassiné en juillet 2013. C'était un député violemment opposé aux islamistes. Quelques mois plus tôt, un autre député, Choukri Belaïd, avait été tué à Tunis. Les 2 assassinats sont revendiqués par un mouvement djihadiste. Après leur mort, d'immenses manifestations sont organisées dans la capitale. Mbarka monte sur scène, prend le micro, et la mère au foyer se transforme en furie anti-islamiste. Dans la foulée, Mbarka Brahmi, la femme au foyer, se présente et remporte les élections à la place de son mari. Elle gagne un siège et les menaces qui vont avec. Sa famille tremble. Quand elle a décidé de s'engager en politique, ou plutôt quand ça s'est imposé à elle, je ne l'ai pas accepté. Je l'ai refusé parce que j'avais peur pour elle. Mais quand j'ai vu qu'elle réussissait, alors je l'ai acceptée. Et je l'ai soutenue de tout mon cœur. Je l'ai encouragée. La relève du père assassiné est assurée. Un peu plus tard, à la terrasse d'un café de Tunis, nous avons rendez-vous avec une autre femme haïe des islamistes, Lina Ben Meni. Son pseudonyme, Tunisian Girl. C'est l'une des blogueuses les plus suivies du pays. Elle est devenue célèbre pendant la Révolution en s'engageant contre Ben Ali, mais c'est après la chute du dictateur que ses plus gros problèmes ont commencé. J'ai pas arrêté de recevoir des menaces des terroristes
depuis le départ de Ben Ali, parce que juste 2 mois après le départ de Ben Ali, j'ai commencé à parler d'une menace terroriste. Au lendemain de la Révolution, Lina défend sa cause sur les scènes du monde entier. Elle accuse des mouvements islamistes de grignoter le pays et devient leur cible. Elle est menacée de mort, encore et encore et encore. À la terrasse, derrière elle, un homme qui ne veut pas qu'on reconnaisse son visage. Il fait partie d'un groupe de 12 policiers chargés de la protéger en permanence. Je me suis toujours battue pour ma liberté et la liberté des Tunisiens, et là je perds ma liberté. Et il faut dire que les gens ou mes amis évitent d'être avec moi quand je suis avec mes gardes du corps, et j'ai perdu beaucoup de choses. À la table voisine, par hasard, la mère de Lina. Donc c'est ma maman. Qu'est-ce que vous pensez du combat de votre fille? Je suis très fière d'elle. Toi? Ça vous inquiète parfois? Oui, bien sûr, je suis toujours inquiète, mais c'est ce qu'il faut faire pour elle. On doit combattre, on doit... Et je suis fière de tout ce qu'elle fait. Une fille qui fait la fierté de sa mère. Un peu plus loin, une mère qui fait la fierté de ses enfants. Mbarka Brahmi, la veuve et désormais députée, participe à une réunion de son parti. Dans le local, partout sur les murs, des photos de son défunt mari. À côté de lui, Choukri Belaïd, l'autre député assassiné. Aujourd'hui, c'est le pays tout entier qui est attaqué. Je vous demande d'observer une minute de silence et de prière pour les victimes du terrorisme. Mbarka rentre chez elle. Elle ne bénéficie d'aucune protection policière. Pas de quoi la faire taire. Elle accuse les islamistes dits modérés, notamment l'ancien parti au pouvoir, Ennahda, d'avoir couvert la montée du terrorisme dans le pays. Je n'ai jamais ressorti les papiers et les photos de mon mari jusqu'à ce jour. Là, c'est lui qui porte une photo de Choukri Belaïd, juste après son assassinat. Je me suis fait un devoir de parler. Rien ne pourra m'empêcher de parler. Le sang des Tunisiens se répand dans les rues tous les jours. Et moi, je fais partie de ceux qui ont été touchés par le terrorisme. Alors si je ne parle pas, qui va le faire? Si je me tais, si je ne dis pas la vérité, ce sera comme trahir mon mari. Cet après-midi, une manifestation est organisée devant le musée du Bardo, où l'attentat a eu lieu. Lina, la blogueuse, s'y rend évidemment. Au téléphone, c'est la BBC qui l'interviewe. En Tunisie, sa voix compte désormais. Voilà ce que les terroristes essayent de faire. Ils essayent d'attaquer la Tunisie, parce que c'est un symbole, le symbole du succès de la révolution. Sur place, les autorités ouvrent pour la première fois depuis l'attaque les portes de l'enceinte du musée. Au sol, du sang et des bougies. Lina fait ce qu'elle a toujours fait. Elle filme et poste instantanément les vidéos sur Internet. Un homme s'approche. C'est le frère de Choukri Belaïd, l'autre député anti-islamiste assassiné en 2013. Il faut que tu te reposes. Il faut te reposer, sinon tu vas t'écrouler. Lina a subi une greffe de rein en 2007, mais ça ne l'a pas arrêtée. Je peux vous demander ce que vous pensez de Lina? C'est la merveille de la Tunisie. Sérieusement, c'est notre perle à nous tous. Pourquoi? C'est une vraie militante, malgré sa santé très fragile. Et personnellement, je l'aime beaucoup pour son militantisme. Et c'est, comme disait Choukri, l'une des Haraïr Tunis.
Les femmes libres de la Tunisie, je fais partie. Les vraies femmes libres de la Tunisie, c'est ça. Ça fait toujours plaisir parce que il faut dire qu'il y a les gens qui m'aiment bien et qui me font des compliments, mais il y a les gens qui me menacent et qui m'insultent tous les jours aussi. Donc, mais moi, ça me remonte le moral, ça me pousse à continuer et la responsabilité devient de plus en plus grande. Lina repart au front. La révolution tunisienne, c'est certain, n'est pas terminée. Mais avant de quitter la Tunisie, une dernière image. Celle qui nous aura le plus marqué cette semaine. Pendant la prise d'otage dans le musée voisin, les députés sont retranchés au Parlement. Ils chantent, ensemble, l'hymne national et présentent ce qu'est véritablement leur pays, une démocratie. Ils tiennent leurs armes en évidence, prêts à répondre à toute attaque. Tiens, regarde, voilà la colline, ralentis. Car seuls 2 kilomètres nous séparent du repère des terroristes. Tunis, mardi dernier. Devant le ministère des Affaires étrangères, une dizaine de familles s'est rassemblée. Dans leurs mains, les photos de leurs enfants partis faire le djihad. Mon fils est mineur. Ils l'ont trompé. Il n'a que 17 ans. C'est encore jeune. Elles ne se présentent pas comme des familles de terroristes, mais comme des familles de victimes. Je n'ai pas assumé ma responsabilité de père. C'est moi qu'on doit arrêter. Je suis prêt à aller en prison. Tout ce que je veux, c'est qu'on me ramène mon fils. Qu'on me le ramène mort ou vif. Et moi, je resterai en prison jusqu'à la fin de mes jours. Des parents en détresse, prêts à tout pour retrouver leurs enfants. Parmi eux, ce jour-là, un rappeur. Son nom, DJ Costa. Je me sens proche de ces familles, parce que je suis passé par là et j'en ai souffert. Mon frère est mort là-bas, et ça me fait de la peine d'entendre les histoires de ces familles. Ces gens-là ne veulent ni travail, ni argent. Tout ce qu'ils veulent, c'est revoir leurs enfants. À 33 ans, Mohamed Akari alias DJ Costa est l'un des rappeurs les plus populaires en Tunisie. Connu pour avoir été un fervent opposant au régime de Ben Ali. Un artiste engagé qui s'attaque aujourd'hui à une autre cible, le terrorisme. En octobre dernier, son frère a été tué en Syrie. Il venait de rejoindre les rangs de Daesh. La dernière photo avec l'État islamique, avec l'uniforme militaire, il a 26 ans. DJ Costa accuse les prédicateurs d'utiliser notamment la musique pour radicaliser les jeunes. Il chante, ok? Quand tu mets un kit, un écouteur, une casque, tu vas sentir le fond qui touche ton corps direct. Direct. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'ils faisaient, j'ai trouvé que l'arme qu'ils utilisaient, je pouvais moi-même la produire. Son arme à lui, ce sont ses paroles qu'il glisse sur la musique de propagande. Chant contre chant, il veut dissuader les jeunes de partir faire le djihad. Je me bats pour ceux qui ne sont pas encore partis. Parce que quand je les regarde, je vois mon frère, tu vois. Son combat, DJ Costa le mène aussi en dehors de son studio. Un peu partout dans le pays, des associations le sollicitent pour qu'il intervienne auprès des jeunes. Comme ici à Kasserine, l'un des foyers du terrorisme, où des centaines d'hommes ont rejoint les filières djihadistes. Et à chaque fois, sa venue crée l'événement. DJ Costa enchaîne les photos avec ses nombreux fans. Tous connaissent ses textes et son engagement. C'est un rappeur qui défend le peuple tunisien à travers ses chansons. Il a de l'influence sur nous. Il défend le peuple tunisien contre le terrorisme. Allez, on va voir ce que tu sais faire. Les paroles de DJ Costa ont été bien comprises par ces jeunes rappeurs. Car ils le savent, ce sont eux les premières cibles des prédicateurs. Cette prise de conscience, ils l'expriment aussi à travers leurs textes, déjà engagés. حكايه بيات صاحبي بعد الثوره قالوا الجهاد واجب وصوت المراه عوره قالوا الجهاد واجب قالوا الجهاد فرض الارهاب طلع ابو عياض يحرض دخلوا للبلاد وقتلوا الشهداء
Applaudissez, applaudissez. Tu vois, ces jeunes, ils ne chantent pas sur la drogue ou sur les filles. Ils chantent pour défendre leur pays. Celui qui ne défend pas son pays, personne ne le fera à sa place. Ce sont des jeunes qui n'ont pas peur. Vous avez peur du terrorisme, vous? Voilà. Devant leur idole, beaucoup roulent des mécaniques. Seuls les plus jeunes avouent craindre pour leur vie. Est-ce que tu as peur du terrorisme, toi? Comment ça, tu as peur? Il ne faut pas avoir peur des terroristes. Mais ils ont des armes. Non, ne t'inquiète pas. Et s'ils me tuent avec une balle? Ils te tueront pas. Vaincre la peur, difficile quand on habite Kasserine. Ici, ce sont aussi le chômage et la pauvreté qui ont poussé des centaines de jeunes vers la guerre sainte. Des groupes djihadistes se sont aussi créés dans la région et mènent des actions sur le sol tunisien. Bassam est à la tête d'une association qui mène campagne contre le terrorisme. Régulièrement, il sillonne la région pour sensibiliser les habitants, comme ici dans ce village proche de la frontière algérienne où 4 gendarmes ont été tués dans une embuscade le mois dernier. Vous avez été surpris par cette attaque? Vous avez peur que ça se reproduise? Comme ils sont arrivés jusqu'ici pour tuer les gens, ça risque de se reproduire. Pas qu'une, mais plusieurs fois. Puisque nous sommes en état de guerre, tout le pays est en état de guerre. Isolé et privé d'électricité, ce village est situé au pied des montagnes de Chambi, le principal maquis des djihadistes tunisiens. Quand tu regardes ces maisons, tu peux t'imaginer la pauvreté dans laquelle vivent les gens ici. Le terrorisme a donc pu s'y introduire à cause du niveau social et de la marginalisation. Les terroristes ont pensé qu'en raison de ces facteurs, ils pourraient facilement mettre la main sur cette zone. Une zone sous étroite surveillance en raison des embuscades fréquentes. Pour assurer leur sécurité, une voiture de la gendarmerie accompagne les membres de l'association. Ils tiennent leurs armes en évidence, prêts à répondre à toute attaque. Tiens, regarde, voilà la colline, ralentis. Car seuls 2 kilomètres nous séparent du repère des terroristes. Tu sais, ils font des attentats et ils prennent la fuite aussitôt. Le problème, c'est qu'ils nous prennent par surprise. Mais de toute façon, c'est des attentats de lâches. Ils te prennent en traître et ils disparaissent. Ils ne sont même pas capables de t'affronter directement, tu vois. En juillet dernier, 15 militaires ont été tués à Chambi. C'est l'attaque la plus sanglante de l'histoire de l'armée tunisienne. L'attentat a été revendiqué par un groupe terroriste lié à Al-Qaïda. Retour à Kasserine. DJ Costa donne un concert en hommage aux soldats qui combattent le terrorisme. À ce jour, DJ Costa est l'un des artistes les plus engagés contre le terrorisme. Mais beaucoup reste à faire encore. Plus de 4000 Tunisiens auraient déjà rejoint les rangs de Daesh en Syrie, ce qui fait de la Tunisie le plus gros pourvoyeur de combattants étrangers partis faire la guerre sainte. Depuis le décès de mon frère, jusqu'à aujourd'hui, son chien n'a rien mangé. On lui donne du lait, de la viande, mais il ne mange pas. Le 13 novembre dernier, quelques heures avant les attentats de Paris, l'horreur frappe la Tunisie. Un acte terroriste horrible. La victime est un adolescent de 16 ans. Le jeune garçon a été décapité dans les montagnes de Mrila par un groupe terroriste. La victime, Mabrouk Soltani, est un jeune berger de 16 ans. Ce jour-là, il emmène son troupeau de chèvres dans les montagnes. Il se retrouve alors nez à nez avec un groupe de djihadistes. Pour eux, le jeune berger est un indique de la police. Mabrouk est ligoté, puis égorgé devant son jeune cousin, qui est contraint de filmer la scène.
Un meurtre qui vient toucher une population déjà accablée par la misère. Une réalité qu'un membre de la famille de Mabrouk va exprimer en direct à la télévision. Tous les jeunes sont au chômage. On arpente la ville, puis on s'assoit au pied d'un mur à attendre que quelqu'un nous propose du travail. Laissez-le parler, laissez-le finir. L'eau, nous la ramenons de la montagne. Mais vu que le terrorisme est dans la montagne, maintenant, où est-ce que je vais aller chercher mon eau? Moi, je vais mourir soit de soif, soit de faim, soit du terrorisme. Durant de longues minutes, Nessim raconte le quotidien de sa famille et des habitants de la région. Un témoignage poignant qui émeut le pays tout entier. Critiqués pour leur inaction, les autorités veulent sauver les apparences. Le lendemain de son intervention, Nessim et le frère de Mabrouk sont reçus par le président tunisien. Quelques semaines plus tard, nous retrouvons Nessim dans les environs de Tunis. Depuis son intervention, il travaille dans cette boulangerie tenue par un proche. Venir en ville, ce n'était pas son choix, mais celui de sa famille, qui désormais craint pour sa vie. Après mon passage à la télé, ma mère m'a dit de quitter la région. Donc je suis parti pour ne pas leur causer de problème. Je ne veux pas que ma mère ou mon frère meurent à cause de moi. Je ne veux pas être responsable. Nessim et sa famille craignent les représailles du groupe djihadiste. Mais lui ne rêve que d'une chose, retrouver son village et ses proches. Moi, j'aurais préféré rester près de chez moi pour saisir une autre opportunité. J'aurais aimé qu'ils rétablissent la sécurité pour pouvoir travailler là-bas. Mais ce n'est pas possible maintenant tant qu'on vit dans la peur. Nessim nous emmène chez lui. Son village se trouve à une 50aine de kilomètres de Sidi Bouzid, le berceau de la révolution tunisienne. Allô, papa? Oui, j'arrive, je suis pas loin de Djelma. En chemin, il s'arrête pour saluer ce vieux berger. Bonjour. L'homme se trouve être le père de l'autre victime, le seul témoin de la scène. Âgé de 14 ans, son fils a vu Mabrouk mourir sous ses yeux. Oui, il m'a raconté, il m'a dit comment ils les ont emmenés. Ils étaient seuls tous les deux. Tout d'un coup, 3 personnes sont arrivées. Après, ils ont appelé d'autres personnes avec un mot de passe. Ils ont dit « Armée, Sfax, Tunis, Sousse », je ne sais pas trop quoi. Et là, ils se sont retrouvés entourés par 20 personnes. Après, ils les ont emmenés séparément et ils ont égorgé son cousin. Comble de l'horreur, les terroristes ont remis la tête de Mabrouk à l'adolescent pour qu'il l'amène à sa famille. Il a fait 7 km en portant la tête de son cousin dans son cartable. Des soldats de l'armée tunisienne nous interrompent. Ce massif montagneux a été déclaré zone militaire. Pas question pour notre caméra d'aller plus loin. Seuls Nessim et ses proches sont autorisés à passer. Car derrière cette crête, l'armée tunisienne mène ce jour-là une opération d'envergure. Depuis 2011, elle livre une guerre des montagnes contre plusieurs groupes terroristes, dont les soldats du califat, un groupe djihadiste qui a prêté allégeance à l'État islamique. C'est ce même groupe qui est responsable de la mort du Français Hervé Gourdel, assassiné en Algérie en septembre 2014. Et ce sont eux qui ont revendiqué la décapitation du jeune berger. Le lendemain, nous obtenons l'autorisation de rendre visite à la famille de Mabrouk, escortés par la garde nationale. Mais le frère de Mabrouk leur en veut encore. Mon frère, Dieu ait son âme, est resté toute la nuit dans la montagne. Après son décès, son corps a été abandonné là-haut. Mon frère et moi étions à Sfax quand ça s'est passé. On est arrivé le lendemain à 10h. Avec l'aide d'autres habitants, on est allé récupérer son corps. Personne n'est venu avec nous. Quant aux policiers, ils refusent de nous répondre.
Nous, on ne peut pas parler. On n'a pas l'autorisation. Seul le gouverneur de la région peut s'exprimer. Après sa décapitation, la dépouille de Mabrouk a passé la nuit dans la montagne. Seuls ses chiens ont veillé sur son corps. Depuis le décès de mon frère, jusqu'à aujourd'hui, son chien n'a rien mangé. On lui donne du lait, de la viande, mais il ne mange pas. Comme tous les habitants de la région, la mère de Mabrouk n'ignorait rien de la présence de djihadistes dans les montagnes. Avant d'égorger mon fils, ils venaient à la source là-haut pour chercher de l'eau. On les voyait la nuit venir chercher de l'eau et repartir. Ils éclairaient leur chemin avec leur téléphone. Vous avez prévenu la police? Et qui tu veux qu'on appelle? Ici, la police ne vient pas. Il n'y a pas non plus d'eau courante. La seule école se trouve à 7 km. Mabrouk vivait ici avec sa mère. Il avait arrêté l'école après le décès de son père, lequel s'était suicidé à cause de la pauvreté. Devenu chef de famille, c'est lui qui faisait tourner la maison. C'est lui qui s'occupait des chèvres. Sa mère attendait son retour le soir pour qu'il les traie, parce qu'elle ne peut pas le faire. Elle s'occupe déjà de tout ce qui est blé et orge. La famille de Mabrouk ne possède pratiquement rien. Ça, c'est le troupeau de Mabrouk. Ses chèvres étaient tout pour lui. C'était comme sa famille, c'était son gagne-pain. Son troupeau, c'était toute sa vie. Nessim nous emmène sur la tombe de Mabrouk. Désormais, c'est un martyr aux yeux de sa famille. Regarde comment il a fini. Il était encore jeune. Il n'a rien connu de la vie. Mabrouk, un adolescent qui n'avait pour seule compagnie que ses chèvres et ses chiens, devenu malgré lui le symbole de cette Tunisie oubliée, qui en plus de la pauvreté, doit aujourd'hui vivre avec la menace terroriste.